Ok, on va commencer. C'est bon? Ouais. Tu me dis quand tu t'aimes? Tu t'aimes? Et ensuite... Merci. Ok. Alors, on va commencer donc cette conférence sur les exoplanètes. D'abord, 5632, c'est le nombre d'exoplanètes qui est aujourd'hui connu dans l'univers. Et 29, c'est le nombre d'années depuis la première découverte d'exoplanètes qui a été faite en 1995 par deux Suisses qui ont eu d'ailleurs récemment le prix Nobel pour cette découverte. Et du coup, à travers cette conférence, on va explorer un peu tout ce domaine, voir comment on en est arrivé à ce progrès-là, au niveau autant des instruments et des méthodes qui nous ont permis de faire ces découvertes, et aussi des plus récents résultats, plus ou moins révolutionnaires, sur notre compréhension à la fois de l'univers et potentiellement de la vie, et on va dire de la nature des systèmes solaires. Alors, c'est un peu compliqué pour changer des slides. Hop. Alors, tout d'abord, les exoplanètes. Est-ce que certaines personnes, à tout hasard, connaissent déjà, ce qu'est une exoplanète? Si, y en a... Ouais. Exil, ça veut dire hors de planète, hors du système solaire. Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Voilà, c'est littéralement la définition. En fait, du coup, c'est exo le préfixe qui veut dire hors d'eux, et donc c'est hors du système solaire. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle les exoplanètes, c'est aussi un synonyme qui sont les planètes extrasolaires, pour la même raison, planètes en dehors du système solaire. Donc en fait, toutes les planètes, toutes les étoiles que vous pouvez voir la nuit quand vous regardez le ciel, en général, autour de chacune de ces étoiles, il y a au moins une, deux, voire davantage de planètes. Donc en fait, il y a probablement des milliards de planètes dans la galaxie. Donc là, en fait, il faut savoir que je vais vous montrer plusieurs représentations d'exoplanètes, des illustrations d'artistes. Mais la plupart la totalité des exoplanètes ne sont pas véritablement visibles aujourd'hui avec les instruments. On peut en avoir des images thermiques, on va le voir. Mais en fait, toutes les images qu'on obtient, c'est à partir des données qu'on arrive à récolter et à analyser. On arrive à se dire, ok, il y a peut-être de l'eau sur cette exoplanète, il y a peut-être une atmosphère. Et à partir de tous ces paramètres, les artistes vont dessiner, modeler une planète. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va illustrer un peu notre présentation. Alors, petite mise en contexte, nous on est dans une galaxie qui s'appelle les galaxies d'Andromède, de la Voie lactée, pardon. Et en fait, là c'est pas la Voie lactée, mais c'est une petite galaxie qui est assez similaire en termes de structure. Et il faut savoir que notre galaxie mesure à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. Donc l'année-lumière, c'est une distance comme le kilomètre, mais c'est des milliers de milliards de kilomètres, donc c'est vraiment une très grande distance. Et en fait, pour à peu près se situer, notre système solaire, si ça c'était la Voie lactée, notre système solaire c'est situé à peu près ici. Donc on tire un trait entre le centre galactique et la bordure extérieure, on sera à peu près dans le milieu. Et on verrait que ça a une importance pour notamment la recherche de la vie, le fait d'être positionné à ce endroit. Oui. Le système solaire, la Voie lactée, c'est dans le bras de la vie. Ok, le bras d'Orion. Ok, super. Du coup, ça doit être le bras qui va être un petit peu à mi-distance de la bordure extérieure. Ok, parfait. Et ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route pour rendre la chose interactive, il n'y a pas de souci, faire ça. Alors d'abord, on fait ça sûrement par un peu de curiosité pour en apprendre plus, mais au-delà de l'aspect très intéressant et passionnant des exoplanètes, il y a des vrais intérêts, on va dire, un peu plus pragmatiques. Déjà, il faut savoir que le thème, la quête des exoplanètes, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, en fait, ça fait presque 2000 ans, que déjà les philosophes de l'époque, à l'époque de l'Antiquité, réfléchissaient sur le thème de, ok, il y a d'autres étoiles dans l'univers, on peut observer la nuit. Autour de ces étoiles, il y a probablement des planètes, comme autour d'une autre, il y en a. Donc ils avaient déjà un peu ce concept d'exoplanète. Et ils allaient même plus loin, ils disaient, vu qu'il y a des planètes autour d'autres soleils, peut-être qu'il y a également de la vie sur d'autres planètes. Et donc même si ce n'était pas des délires d'extraterrestres un peu à la Hollywood, comme on peut imaginer aujourd'hui, c'est un concept, une réflexion qui existe depuis très longtemps. Et donc en fait, on s'inscrit un peu dans cette science qui à la base était juste une philosophie, qui n'y avait pas moyen de vraiment vérifier. Mais depuis 30 ans, on a la confirmation que ça existe.
Et depuis 10 ans, on fait des découvertes de plus en plus intéressantes comme ce que je vous montrais. Et en fait, ça ne va que augmenter en vitesse et en découverte. Donc on est vraiment un peu à l'aube de ce domaine. Après, le fait qu'en étudiant les exoplanètes, on en apprend davantage sur les autres mondes, mais aussi sur le nôtre. Parce que quand on va analyser une atmosphère d'exoplanète, quand on va analyser sa structure, en fait, on va apprendre des choses sur son fonctionnement qui peuvent être réutilisées sur Terre pour comprendre aussi le fonctionnement de notre propre planète. Et donc, c'est aussi un des arguments un peu de la NASA quand ils ont besoin d'argent. Ils disent que l'exploration spatiale, ça permet au final de mieux comprendre notre propre planète. Et c'est vrai, on va le voir au fur et à mesure. Et enfin, il y a un dernier argument, qui est le fait que en développant des technologies pour analyser des exoplanètes, parce que jusqu'à très récemment, on n'en était pas capable, il fallait développer des outils optiques de très grande résolution, et aussi des télescopes qui soient capables de résister dans des conditions spatiales intenses, très froid, très chaud. Donc, il faut développer des technologies optiques et des technologies thermiques qui sont nouvelles et qui peuvent être utilisées, par exemple dans le médical ou dans plein d'autres domaines aéronautiques. Donc en fait, quand on investit dans l'espace, généralement on investit en fait sur Terre, sur le long terme. Donc pour toutes ces raisons, en plus d'être intéressant, c'est utile. Alors maintenant, zoomons du coup sur comment est-ce qu'on fait pour détecter véritablement une exoplanète. Si vous regardez avec votre télescope une étoile, il y a peu de chances que vous voyez véritablement une planète. Cependant, il y a quelques méthodes qui ont été développées qui permettent aujourd'hui de détecter leur présence. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'imagerie directe. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que en temps normal, l'étoile a une luminosité qui est trop forte et qui va, on va dire, nous éblouir et empêcher de voir la potentielle planète qui est autour. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre un cache devant, sur le télescope, on va viser l'étoile, et ce qu'on appelle en fait un coronographe qui va obscurcir l'étoile. Du coup, sa luminosité qui nous arrive va diminuer, et ça va permettre de faire apparaître en fait la planète qui est autour. Alors en vérité, la planète, elle n'émet pas de la lumière, mais elle émet pas de la lumière visible, elle émet de l'infrarouge, parce qu'elle a une certaine température. Du coup, c'est pour ça que c'est une technique qui marche dans l'infrarouge. T'as une question ? Ok, parfait. Donc voilà, première méthode qui est assez utilisée, mais qui ne marche pas avec toutes les planètes, parce qu'il faut que ce soit assez proche de l'étoile. Donc c'est une des méthodes. La deuxième, qui pour le coup est la plus utilisée, et qui est aussi pratiquement la plus on va dire, simple à comprendre, c'est la méthode du transit. Donc l'idée c'est de se dire un peu comme une éclipse, quand la Lune passe devant le Soleil et que ça réduit la luminosité qui vient du Soleil, et bien à fréquence régulière, une planète va passer devant son étoile, et du coup la lumière qui nous arrive de cette étoile va diminuer pendant un certain temps avant de réaugmenter. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle un transit, et on peut le mesurer. Quand on mesure par exemple le flux qui nous vient d'une étoile, on va pouvoir détecter cette petite baisse de luminosité qui en réalité est très fine. Vu comme ça, sur ce graphique, on appelle une courbe de lumière, on a l'impression que c'est assez fort, assez marqué, mais en vérité c'est très infime, c'est même pas 1% de lumière en moins, et en plus il faut penser qu'il y a du bruit généralement sur ces données-là, donc ça ne va pas être une donnée, un flux tout plat comme ça, ce qui fait que bien souvent les vraies détections se font par programme, en fait on a des codes qui vont voir qu'il y a une petite diminution, ils sont capables de prendre en compte le bruit, et du coup, ils vont dire, ok, là, on a probablement une détection de planète. Et aujourd'hui, c'est comme ça que la majorité des détections se font. Après, il y a d'autres méthodes, un peu plus techniques, qui utilisent la lentille gravitationnelle ou les vitesses radiales. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu plus technique, un peu plus physique. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces autres méthodes, je vous l'ai pas dit, mais je fais aussi un site en fait, sur les exoplanètes, pour ça je suis passionné de ce sujet-là. Et donc j'ai fait un article pour chacune de ces méthodes. Si vous voulez creuser un peu le sujet, voilà, vous pouvez voir ça sur le site exoplanète.fr. Et donc maintenant qu'on a vu comment détecter ces planètes, la question c'est avec quels instruments. Et là il y a deux types principaux. Il y a les télescopes on va dire spatiaux et les télescopes terrestres. Alors la principale différence, c'est que les télescopes spatiaux, ils ne s'embêtent pas de l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, ça va avoir un double rôle, à la fois de perturber la lumière qui nous arrive des étoiles. Dans l'atmosphère, ça va à la fois un petit peu dévier la lumière, à travers que ce soit les vents ou les petites molécules d'eau. Du coup, ça va nous donner une lumière un peu imparfaite. Et en même temps, ça a un effet de filtre, en fait.
l'atmosphère va filtrer certaines longueurs d'onde, ce qui va empêcher d'obtenir toutes les informations qu'on voudrait des planètes, alors qu'un télescope dans l'espace, il est, entre guillemets, il est libre de toute interférence, quasiment, et donc on a des résultats bien meilleurs. Et au sol, bon, ça a aussi une utilité, mais disons que c'est, en général, les télescopes au sol vont plutôt être dans des zones désertiques ou sur des montagnes. Donc c'est pour ça que bien souvent, on les met au Chili ou à Hawaï, dans des endroits voilà, où c'est, on va dire, libre de pas mal de perturbations atmosphériques. Alors comme exemple de télescopes spatiaux, on a le James Webb Space Telescope qui a été lancé très récemment. C'est un peu le super télescope du moment, c'est le plus puissant. C'est avec lui qu'on a fait pas mal d'analyses de planètes, comme on va le voir juste après. Et en fait, on espère avec ce télescope-là, c'est celui qu'on voit là en image, détecter au mieux des planètes habitables en analysant leur atmosphère, voire potentiellement des biosignatures. C'est un peu plus abstrait encore comme concept, mais c'est tout le début. Il y a d'autres télescopes qui sont spécialisés. Par exemple, il y a TESS, qui est un télescope qui a été spécialisé pour la détection d'exoplanètes par transit. Donc voilà, dire à quel point c'est une méthode qui est très utilisée. Et puis il y en a d'autres, un peu comme par exemple Hubble, qu'on connaît pour les belles images qu'il a fait d'un peu tout plein d'endroits dans l'univers, qui a aussi été utilisé pour détecter des exoplanètes. Mais en l'occurrence, il trouve assez rapidement ses limites quand il s'agit d'analyser les atmosphères. D'où l'intérêt d'avoir développé le James Webb. Et il y en a encore d'autres qui sont en développement, mais ça viendra avec le temps. Alors là, je vais passer rapidement à travers quatre axes fondamentaux qui permettent de comprendre le fonctionnement des systèmes planétaires. Donc c'est des paramètres qui sont utiles à garder en tête quand on va vouloir savoir si une planète peut être habitable, s'il y a une chance qu'il y ait peut-être de la vie dessus. Ces paramètres, c'est d'abord de savoir dans la galaxie où est-ce qu'on est situé. C'est-à-dire que si notre planète est située au centre de la galaxie, il va y avoir, en fait, c'est là où il y a le plus d'étoiles, le plus d'interactions. En fait, les chances sont qu'on peut se prendre un astéroïde, on peut se prendre un sursaut gamma, on peut se prendre énormément de phénomènes qui sont pas très agréables quand on a envie de vivre tranquille. Donc idéalement, il ne faut pas se mettre trop proche du centre de la galaxie pour vivre, mais pas trop loin non plus, sinon il y a trop peu d'interactions pour que peut-être de la vie émerge. Et du coup, le fait d'être à peu près à mi-chemin entre le centre et la bordure extérieure, ça te permet d'avoir un bon équilibre. Alors après, ça reste théorique, parce qu'au final, on ne connaît que notre propre exemple, mais il semblerait que c'est ce qui est préconisé. Après, un autre paramètre qui lui est plus certain, c'est le niveau d'activité de l'étoile. Il y a des étoiles qui sont très actives, c'est-à-dire qu'elles vont avoir régulièrement des éruptions qui en fait envoient énormément de particules ionisantes dans l'espace proche de leur système solaire. En fait, c'est ce qu'on appelle des vents stellaires. Et le problème, c'est que ces vents stellaires, s'ils sont trop forts, ils ont la capacité de souffler l'atmosphère des planètes. Donc si on a un système solaire qui est, une étoile qui est trop active, même s'il y a une atmosphère, même si on a des planètes intéressantes, il y a trop de chances qu'elles soient été complètement vidées de leur atmosphère. Donc il faut faire attention aussi à ça. Après, au niveau des paramètres planétaires, c'est simplement de se dire quelle est la masse de notre planète, quelle est sa taille, pour savoir si c'est une planète qui est rocheuse, comme la Terre, comme Mars, ou alors est-ce que c'est une planète qui est gazeuse, comme Jupiter ou Saturne. Après, il y a les paramètres orbitaux. Alors ça, c'est ce qu'on va voir quand on cherche à connaître la zone habitable d'une planète. La zone habitable, ça va être la zone idéale, pas trop proche de l'étoile, mais pas trop loin, pour que l'eau puisse être liquide. Donc si on imagine qu'il y a de l'eau sur une planète, si la planète se trouve trop proche de l'étoile, l'eau va s'évaporer, et donc la vie ne pourra pas s'y développer. Si en revanche elle est trop éloignée, l'eau risque de geler, et pareil, ça ne sera pas idéal pour le développement de la vie. Du coup, on a ce qu'on appelle une zone habitable, en fait, qui est une distance idéale où la température permet l'eau liquide. Ouais. Sur le système solaire, dans une habitable, elle recouvre Vénus, la Terre et Mars. Ouais. Mais le problème de Vénus, c'est que son atmosphère, il y a tellement de... En fait, son atmosphère, elle, comme elle est acide, ça retient la chaleur, qui est encore plus chaude que sur Mercure, qui est encore plus proche du Soleil. Et sur Mars, l'atmosphère est plus faible que puisse y avoir de la vie. Ouais, et parce qu'en fait, sur Vénus, effectivement, à cause de son atmosphère, ça fait un effet de serre, et du coup, la température à la surface est extrêmement chaude.
ça. Du coup, la preuve que même si on a une planète qui est dans la zone habitable, c'est pas pour autant qu'elle est habitable, ça va dépendre d'autres paramètres. Et c'est une première approche pour essayer de voir en fait si une planète peut être habitable. Et ensuite, on a les paramètres atmosphériques. Donc là, c'est en fait la suite effectivement de savoir si la planète peut être habitable, à savoir d'abord est-ce qu'elle a une atmosphère, oui ou non, quelle est son épaisseur, et ensuite quelles sont les molécules qui la composent. Donc c'est ça qui va permettre de savoir éventuellement quel est son climat, et au final est-ce que même on pourrait éventuellement respirer à la surface, et quelle est la chimie, bref. C'est tous les paramètres qui sont assez complexes, assez denses, qui se combinent entre eux, et qui permettent au final de savoir si oui ou non une planète pourrait être habitable. Donc maintenant qu'on a ça un peu en tête, on peut aller voir les résultats des 30 dernières années. Donc ce qu'on remarque déjà, c'est que pendant un bon bout de temps, les découvertes ont été très longues, il ne s'est pas passé grand-chose. Et au final, c'est vraiment dans les 10-15 dernières années, quand justement les télescopes comme TESS ou autres qui ont été lancés dans l'espace, c'est à ce moment-là que les découvertes ont commencé à accélérer. Donc aujourd'hui, on a 5632 exoplanètes. Donc ça, ce chiffre, je l'ai mis début de semaine à peu près. Donc voilà, pour dire que vraiment toutes les semaines, il y a des nouvelles découvertes, enfin, c'est constant, c'est même en accélération. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, on a 5000 et quelques découvertes, tout ça réparti dans à peu près 4000 systèmes solaires, ce qui montre qu'en moyenne, il y a entre 1 et 2 planètes par système solaire. Il y a des systèmes solaires où il y a jusqu'à 7 planètes, on va en avoir un exemple juste après. Et ce qui est intéressant, c'est de marquer que parmi ces 5000 et quelques exoplanètes connues, on a près d'une centaine qui sont potentiellement habitables. C'est-à-dire que leur température à la surface permet à l'eau liquide, enfin à l'eau d'être liquide. Donc si on fait un petit calcul, 100 planètes sur 5000, c'est à peu près 2%. Et dans notre galaxie, je ne l'ai pas dit, mais on a à peu près 400 milliards de planètes, c'est ce qu'on estime. Donc 2% de 400 milliards, ça donne dans les 8 milliards et quelques. Donc 8 milliards de planètes potentiellement habitables. Et après, on peut encore couper ce chiffre en disant quelle est la proportion qui a vraiment une atmosphère, quelle est la proportion qui a une atmosphère adéquate. Mais on tombe dans tous les cas à quelques millions. Et au final, on commence un petit peu à pouvoir répondre à la question de est-ce qu'on est seul ou pas dans l'univers. Statistiquement, la réponse est non. Il y a de très fortes chances qu'il y ait de la vie ailleurs, ne serait-ce que par le fait que les planètes habitables sont légion. Donc là, on va justement pouvoir rentrer dans ce détail des planètes qui sont potentiellement habitables. Alors on a sélectionné trois systèmes qui sont assez notables. Le premier, c'est Proxima Centauri B. Il se trouve que c'est le système solaire qui est le plus proche de notre propre système solaire. Donc il y a seulement 4 années-lumière. Et par chance, il se trouve que ce système a également une planète qui est habitable. Donc on va voir un petit peu en détail ce système, qui est assez intéressant du coup. Il y a Ross 128b, qui est à seulement 11 années-lumière. En plus, je l'ai pris parce que ça montre que juste à côté, c'est également potentiellement habitable. Donc ça donne une idée de... On est potentiellement dans la galaxie, dans une zone qui est propice à l'habitabilité. En tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui on semble voir. Et enfin, il y a TRAPPIST 1D, TRAPPIST 1 tout court, qui est le nom du système solaire dans lequel on a découvert le plus de planètes aujourd'hui. Il y a 7 planètes qui ont été découvertes, toutes des planètes rocheuses, on va voir. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce système, il y a au moins 3 planètes qui sont potentiellement habitables. Donc on va voir qu'il y a énormément de similarités en fait, avec notre propre système solaire. Donc, première chose à noter, c'est que le système Proxima Centauri, en fait, c'est un système à 3 étoiles. Je ne l'avais pas dit, mais nous, on a la chance d'avoir un système à une seule étoile. Il y a des systèmes à 2 étoiles et des systèmes à 3 étoiles, voire à 4. On en connaît jusqu'à 6 en vérité. Mais au-delà de 2, ça devient un peu chaotique. Donc, on ne sait pas exactement à quoi pourrait ressembler la vie sur Proxima. Mais on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Donc, d'abord, petite vue sur ce système solaire. Alors, contrairement à notre système, où en fait les distances sont énormes, le système de Proxima, c'est un tout petit système. Là, vous voyez notre Soleil, et juste à côté, vous avez l'étoile, on va dire, de Proxima, qui est toute petite, c'est une naine rouge, on va revenir dessus après. Là, vous avez l'orbite de Mercure, qui est, pour rappel, comme je l'ai dit, la planète la plus proche du Soleil. Et du coup, en fait, l'orbite de Proxima Centauri tient dans l'orbite de Mercure, mais même encore plus petit que ça. C'est vraiment un système qui est très petit.
Et ce qu'on voit aussi, donc là on fait un peu un zoom, on voit que du coup Proxima b est en fait effectivement dans la zone habitable. Donc la zone habitable c'est un peu une forme de tore, un peu comme un donut, et elle se trouve dans la zone habitable. Ce qu'on peut remarquer du fait que c'est un tout petit système, c'est que la période orbitale, c'est-à-dire la durée d'une année, est de 12 jours. Donc nous, on a une année d'à peu près 365 jours. Eux, 12 jours, voilà, ça laisse faire les impôts rapidement, quoi. C'est tous les ans. Donc, ouais, les anniversaires aussi. Alors une chose qui est intéressante avec les petits systèmes solaires comme ça, c'est que quand une planète est proche de son étoile, mais c'est aussi vrai quand une lune est proche de sa planète, il y a souvent un phénomène qu'on appelle la rotation synchrone, où en fait la planète va tourner sur elle-même avec le même temps qu'elle va tourner autour de son étoile. Donc si elle prend par exemple 12 jours à tourner autour de l'étoile, elle va prendre 12 jours pour tourner autour d'elle-même. Bonjour. Donc ça a des conséquences, notamment le fait que s'il y a potentiellement une atmosphère, ou potentiellement de la vie, en fait il y a toute une face de cette planète qui sera chauffée constamment, tandis que l'autre face restera en fait dans le noir, dans le froid. Donc il y a des modèles de ça qui permettent un peu de s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et donc ça ressemble à ça. Donc là c'est la phase qui est complètement bloquée vers l'étoile, qui va être constamment chauffée, et à l'opposé la phase qui va être plus froide, et donc potentiellement inhospitalière. Et même si la planète est dans la zone habitable, ça pose un problème. Le seul endroit où potentiellement on pourrait habiter, c'est sur ce qu'on appelle le terminateur, pas confondre avec Terminator, qui en fait est la zone où d'un côté il fait jour et de l'autre côté il fait nuit. Et c'est l'endroit où la température est à peu près tempérée, là où peut-être on pourrait vivre. Donc c'est encore un élément à prendre en compte. Donc là, voilà, c'est une autre simulation de ce à quoi ça ressemblerait si la planète tournait un petit peu autour d'elle-même et si la température était mieux répartie. Voilà, c'est à titre de comparaison. Okay. Donc là, c'est une vue d'artiste de ce qu'on verrait si on était sur Proxima Centauri b, s'il y avait une atmosphère. Donc là, on peut voir un petit coucher de soleil, donc c'est un coucher de naine rouge du coup, sur cette planète. En fait, c'est assez important de savoir que cette planète, vu qu'elle est potentiellement habitable et qu'elle est quand même très très proche, elle est à 4 années-lumière, ça peut sembler énorme, mais à l'échelle galactique, c'est vraiment c'est juste à côté, quoi. Il y a des projets, non seulement d'analyse de ce système avec le James Webb, bientôt ils vont essayer de voir s'il y a une atmosphère, parce qu'aujourd'hui on ne le sait pas encore, mais il y a aussi un projet en fait qui est porté par, je viens de ça après, il y a un projet qui est porté par des grands scientifiques, donc par exemple Stephen Hawking, feu Stephen Hawking, et d'autres grands prix Nobel, mais aussi certains milliardaires, qui visent à envoyer des sondes sur cette planète. Donc ça frôle un peu la science-fiction, mais c'est pas complètement impossible. Leur idée, c'est d'envoyer des toutes petites sondes de quelques grammes, qui seraient propulsées par un puissant laser, pour atteindre les 20% de la vitesse de la lumière, et atteindre en une cinquantaine d'années cette planète. Donc est-ce que c'est faisable? Peut-être. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est moins sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette possibilité et d'essayer de se projeter sur ça. Oui, du coup. Ça nous bien que de voir le coucher du soleil. Ouais. D'un point de vue scientifique, ça ne peut pas être possible, puisqu'il y a une phase qui est toujours au soleil, et une phase qui est toujours dans la nuit. Du coup, on ne peut pas voir le coucher de soleil. Alors, ouais, effectivement. Ça serait pas un coucher de soleil, ça serait, faudrait s'imaginer que soit la personne qui a pris cette photo, si on imagine que c'est quelqu'un, il serait du coup sur un endroit de la planète où il verrait l'étoile un peu basse dans l'horizon. Ce ne serait pas un coucher de soleil, t'as raison. Voilà, si effectivement si la planète du coup ne tourne pas, disons si elle est bloquée, il y a toujours la même phase qui est vers son étoile, effectivement il n'y aura pas réellement de coucher de soleil. Donc ça veut dire que où qu'on soit sur cette planète, le soleil sera toujours au même endroit dans le ciel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à se représenter, mais pourtant il y a peut-être des gens qui vivent ça. Donc là maintenant on va passer, on a vu Proxima, on va laisser Rose de côté parce que c'est à peu près la même chose que Proxima, et on va aller tout de suite sur le système de TRAPPIST. Alors TRAPPIST, tout comme Proxima,
il a une étoile qui a une naine rouge. Donc à titre de comparaison, donc là on a une naine rouge, là on a notre Soleil qui sort carrément de l'écran, et là on a Jupiter. Donc c'est vraiment une toute petite étoile, une naine rouge, qui donc est petite, qui est peu lumineuse et donc peu chaude, parce qu'en astronomie, plus une étoile est rouge, plus elle est froide. Alors que plus elle est bleue, et plus elle va être chaude. Voilà, c'est un peu, en final, c'est un peu comme les flammes d'un briquet qui vont être bleues, plus elles sont chaudes. Ouais. C'est les super géants bleus, c'est les dixièmes d'étoiles les plus grosses de l'univers, ce sont elles les plus chaudes. Ok. Ouais, parce que bleu, du coup, elles vont. Alors, je me souviens un peu est-ce que tu connais les classes d'étoiles en luminosité, ouais. C'est super géante bleue, ensuite c'est super géante rouge, géante bleue, géante rouge, c'est étoile moyenne, naine rouge et naine blanche, et naine noire. Une étoile petite et froide, et vieille, accessoirement. Et par contre très active. Et ça, on revient à ce que je disais juste avant, c'est exactement comme Proxima qui a le même problème, c'est une étoile qui est très active, donc qui va avoir régulièrement des éruptions solaires, donc même si peut-être il y a de la vie à la surface, il y a des chances qu'il n'y en ait plus. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, même quand on nous dit que c'est des planètes peut-être habitables. Donc là, je fais un zoom sur chacune des planètes de ce système. Donc on en a 7. 7 rocheuses d'ailleurs, alors que dans notre système solaire on n'a que 4 planètes rocheuses, et on voit qu'elles ont toutes à peu près la même taille, soit de Vénus, soit de la Terre. En l'occurrence, celles qui sont potentiellement habitables, c'est la planète E, F et G. La façon dont on nomme les planètes, c'est en fonction de l'éloignement à l'étoile. Donc admettons là on a l'étoile, qu'on appelle du coup TRAPPIST 1A, et après c'est B, C, etc. Et donc là on a E, F et G qui sont potentiellement habitables. On a F en l'occurrence qui est très similaire à la Terre. Il y a un indice qui permet de mesurer la similarité d'une planète par rapport à la Terre. Et la planète TRAPPIST 1F est l'une des planètes les plus similaires à la Terre, suivant cet indice. On peut le voir aussi par rapport à sa taille et à sa masse. Sa masse qui est plus faible, mais qui, à cause de... en fait, on suppose que, vu qu'elle est moins massive, ça pourrait être un océan d'eau liquide à sa surface. Donc c'est l'hypothèse actuelle. Donc peut-être que TRAPPIST 1F est une planète d'océan liquide. Donc là, on arrive sur la zone habitable. Donc déjà, on voit ce que tu as dit sur le système solaire en bas, où on a Vénus, la Terre et Mars qui sont dans la zone habitable. Donc techniquement, on pourrait vivre sur ces 3 planètes, même si au final, Vénus, à cause de son atmosphère, c'est une fournaise, donc ça ne serait pas du tout intéressant d'y vivre. Et Mars, elle pourrait être intéressante, sauf que de 1, elle n'a pas un champ magnétique qui permet de se protéger suffisamment des éruptions de notre Soleil, et de 2, elle a une atmosphère qui est trop faible. Et peut-être que l'atmosphère faible, c'est justement parce qu'elle n'a pas un champ magnétique assez fort, et donc elle peut-être s'est fait souffler. Parce qu'elle est... On a trouvé des traces de carottes glaciaires qui pourraient indiquer qu'il y a quelques milliards d'années, il y avait encore de l'eau liquide avant que... Ouais, exact. Et la Terre avait micro couché. C'est ça, exact. C'est ça. On a de la chance de vivre sur Terre. Et voilà, sur Mars, peut-être qu'avant, enfin c'est même sûr, avant il y avait des océans d'eau liquide sur Mars, ça a été quasiment validé. Mais du coup la question c'est comment ça a disparu. Ouais. Et aussi, Curiosity, qui est allé sur Mars, il a trouvé des sillons sur les terres désertes. Et du coup, c'est presque sûr. Ouais, ça témoigne qu'il y avait des rivières. Qui ont sûrement séché à cause du monde. Ouais, c'est ça. Donc voilà, déjà rien qu'à notre système solaire, on a des choses très intéressantes sur la vie avant sur d'autres planètes. Et sur TRAPPIST 1 maintenant, donc on a encore cette zone habitable, mais avant même de parler de la zone habitable, on peut parler de la taille du système solaire, de ce système solaire. On voit ici, il y a quand même écrit zoom x 25, parce qu'en fait, tout ça, cette planète, tiennent, encore une fois, dans une zone qui est plus petite que l'orbite de Mercure. Donc c'est un système dans lequel les distances sont très petites, très faibles. On pourrait imaginer que pour voyager d'une planète à l'autre, par exemple, quand on parle d'aller de Terre à Mars, c'est de l'ordre de 6 mois et quelques à peu près pour un voyage en général. Mais là, d'une planète à l'autre, vu les distances, on pourrait imaginer que
Jean-Michel qui habite sur la planète E, qui veut aller voir sa cousine à la planète F, il prendrait 2-3 semaines de voyage, un peu comme à l'époque on pouvait aller en Amérique avec un bateau en quelques semaines de voyage. On peut imaginer que s'ils avaient cette technologie, ça pourrait être faisable comme ça. Donc ça c'est pour la taille du système TRAPPIST. Et ensuite pour ce qui est de son habitabilité, du coup on voit qu'effectivement il y a 3 planètes qui sont habitables, peut-être même 4. En vrai TRAPPIST 1D est presque sur la limite. Et un autre élément important, c'est que vu que c'est un système solaire qui encore une fois est très petit, il y a le même problème que sur TRAPPIST, sur Proxima, pardon, sur lequel les planètes en fait sont bloquées gravitationnellement, c'est-à-dire qu'elles montent toujours la même phase à leur étoile. C'est-à-dire qu'il y a une phase qui va être constamment chauffée et une phase constamment froide. Et en fait, les artistes qui ont fait ces dessins-là, en fait, ont bien pris en compte. On voit par exemple ici, TRAPPIST 1F, on imagine être une planète océan. Il y a toute la phase qui est bloquée vers son étoile, qui est un océan liquide, et toute la phase plus froide qui au final se transforme en glacier géant, en énorme banquise. Et on peut voir un peu la même chose sur TRAPPIST 1D, sur lequel ici ça devrait être tout un désert, de l'autre côté aussi un désert. Et par contre, sur un peu la limite entre le jour et la nuit, il y aurait peut-être la bonne température pour avoir de l'eau. Donc voilà, c'est des configurations de planètes on n'a pas forcément l'habitude. Dans le système solaire, il n'y a que Mercure qui a ce phénomène de blocage, ainsi que la Lune. Oui. Les TRAPPIST 1B et TRAPPIST 1C, Oui. Ah, là, c'est un peu les limites de la représentation, mais non, en vrai, elles sont éloignées. Je pense qu'on peut revenir avant. Parce que là, c'est bien sûr pas à l'échelle, ils les ont fait assez grosses, mais ça, c'est vraiment la vraie taille représentative des planètes. Mais là, bon, ils les ont mis. En vrai, elles sont beaucoup plus petites, bien sûr. Donc elles se collisionnent pas, non. Enfin, j'espère pour eux. Donc ça, c'est le James Webb, du coup, qui est actuellement dans l'espace à peu près 1 million de kilomètres de la Terre, qui a comme mission, entre autres de plein d'autres choses, mais d'analyser l'atmosphère des planètes pour savoir déjà s'il y a une atmosphère, et ensuite quelle est la composition de cette atmosphère. Donc il a commencé à analyser le système TRAPPIST, vu que c'est un système d'intérêt. Je reviens là. Non, non. Oups, pardon. On va revenir. Voilà, il a commencé à analyser le système TRAPPIST et il a commencé par la planète B et la planète C. Alors, c'est un article qui a été publié l'année dernière, fin d'année, qui révèle que ces deux planètes n'ont pas d'atmosphère du tout, que dalle. Donc en fait, c'est moyennement surprenant dans la mesure où déjà elles sont très proches de leur étoile, donc probablement qu'il fait trop chaud pour qu'il y ait une atmosphère, et même si on avait potentiellement une, vu que c'est une étoile qui est active, qui a régulièrement des éruptions du vent solaire, il est possible, enfin il est même sûr que s'il y avait eu des atmosphères, elles se seraient fait balayer. Donc on a déjà cette confirmation de ces deux planètes qui ne sont pas habitables, et ça va être plus intéressant dans les mois ou années à venir, quand il va commencer à analyser toutes les autres planètes à la suite. Là on va pouvoir savoir si ces planètes-là ont pu, d'une façon ou d'une autre, soit grâce à un champ magnétique ou par chance, réussir à garder une atmosphère. Ça on saura dans les années à venir. Donc là, on a une vue pareil d'artiste de TRAPPIST. Donc là, on est situé probablement sur TRAPPIST 1D, parce qu'on voit deux autres planètes ici et ici. Donc probablement un C et un B, qui est une vue au final assez, potentiellement assez réaliste, à la mesure où, vu que le système solaire est assez fermé, enfin assez compact, d'une planète, on pourrait potentiellement voir les autres, même depuis l'espace, un peu comme nous, on est capable de voir la Lune. Ou Vénus, c'est vrai, à certains moments. Et là, ça serait sur TRAPPIST 1F. Là, on se situerait à la limite de la zone qui est chauffée et la zone qui est froide. Donc là où ça commence à devenir un glacier. Et du coup, on pourrait voir l'étoile qui serait un peu sur l'horizon. Et en même temps, les autres planètes, un peu au loin, comme des étoiles, comme des lunes, un peu comme nous on a l'habitude. Voilà, au loin dans l'atmosphère. Donc ça, c'est peut-être la vue qu'ont les pingouins extraterrestres de TRAPPIST 1F. On ne sait pas, mais on verra.
ce qu'on vient de voir, c'est, en tout cas la majorité des résultats que je vais vous présenter, c'est des résultats qui viennent en fait des 10 dernières années à peu près de progrès. Donc c'est vraiment très récent, hein, même si la quête des exoplanètes existe depuis 2000 ans, mais ça fait 30 ans que ça commence à vraiment être concret. Ça fait que 10 ans qu'on a des résultats vraiment exploitables et qui commencent à nous donner des choses intéressantes. Donc c'est que le début, donc le plus gros est certainement à venir. Est-ce qu'on découvrira de la vie dans l'univers? C'est probable que oui. Pas forcément quelque chose d'incroyable avec des tentacules et tout, mais ne serait-ce que des pingouins ou des petites baleines ou que sais-je, des plantes. Enfin, ça va pas forcément être quelque chose d'incroyable comme dans les films hollywoodiens, mais c'est probable qu'on finisse par en découvrir. Et probablement dans notre espérance de vie, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un de mes professeurs quand j'étais à l'Université de Montréal. Il faisait partie d'un groupe de recherche à l'Institut de recherche des exoplanètes, qui en fait, il a été le premier, il a fait partie du groupe qui a été le premier à découvrir de l'eau liquide sur une exoplanète. Donc, selon lui, selon en fait, ses statistiques et puis on va dire, sa vision d'avenir de la recherche, au rythme actuel et au vu des statistiques, il y a de fortes chances qu'on finisse par découvrir de la vie dans notre galaxie, dans notre espérance de vie. Voilà. Donc, il est très optimiste là-dessus et les chiffres lui donnent raison jusqu'à présent. Toujours est-il qu'il y a des défis à relever, notamment la question des naines rouges, qui sont les planètes les plus répandues dans la galaxie. Et donc même si on découvre plein de planètes habitables autour, il y a cette question du vent stellaire. Et ça nous ramène au final à notre propre planète, notre propre système solaire, sur lequel on a un soleil qui a aussi des éruptions, comme beaucoup de soleils, mais qui est des éruptions moins fréquentes et moins violentes. Et là, par exemple, on a une éruption qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, le 10 mai, et qui, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est une éruption qui est vraiment gigantesque en termes de taille. Ce qu'on voit, c'est vraiment l'éruption, et la Terre tient dans ça, quoi. Enfin, c'est vraiment gigantesque. Et ça a frappé la Terre il y a le 11 mai à peu près, et ça a donné quelque chose, en temps normal ça aurait pu décimer l'atmosphère, si on était sans champ magnétique, et à la place ça a donné quelque chose comme ça, une aurore boréale ici dans notre région, et c'est une aurore boréale qu'on a eu la chance de voir il y a 2 semaines avec Jean et avec Alan qui nous regarde probablement de la Belgique. Et au début on ne savait pas ce que c'était, on a mis un peu de temps mais on a compris que c'était une aurore boréale. Et au final, du coup, cette quête des exoplanètes, même si elle a comme vocation à terme d'être un peu le progrès, on va dire, de l'exploration spatiale pour l'humanité, tant qu'on n'a pas découvert de la vie et atteint, on va dire, cet objectif, ça reste un excellent moyen pour comprendre en fait la chance qu'on a de vivre sur cette planète où on a la chance de voir des aurores boréales et des spectacles comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Une question un peu bête peut-être. Comment on vient de faire une planète? Normalement, ça vient avec le programme. Il y a deux façons. Soit c'est pendant la formation du système solaire. Il y a d'abord par gravité tous les petits cailloux, on va dire, vont s'agglutiner dans la planète. Et au final, les particules gazeuses vont venir s'agglutiner à la fin. Ça, c'est la première façon, donc par touche. Et la deuxième, c'est que par volcanisme ou par géologie, il va y avoir des réactions chimiques dans la planète qui font que ça va libérer une atmosphère et que ça va faire grossir l'atmosphère. Il me semble que c'est peut-être des gens qui ont étudié un peu la géologie le savent plus que moi, mais je crois que c'est ce qui s'est passé à peu près sur Terre. Il y a des volcans qui ont épaissi l'atmosphère. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai pas demandé au début, mais peut-être s'il y avait des gens qui se connaissaient mieux que moi qui auraient pu faire la présentation. Mais il nous fera la prochaine conférence, tu vas dire. Oui. Combien de temps notre équipe pour aller sur Mars, par exemple, et à quelle vitesse faut-il propulser, c'est-à-dire par exemple. Alors sur Mars, oui, parce qu'apparemment ça serait la plus proche. Mars, ça reste dans notre système solaire, donc avec les moyens actuels, ça prend à peu près 6 mois pour y aller.
en moyenne, ça prendrait 6 mois. Il faut attendre une bonne configuration du système solaire pour envoyer les vaisseaux. Généralement, en fait, la propulsion, c'est généralement une propulsion gravitationnelle, c'est-à-dire qu'on commence par accélérer un peu le vaisseau, pour qu'il prenne une certaine trajectoire, et après, en faisant le tour de la planète, il va être accéléré gravitationnellement, un peu comme une fronde, et en fait, on fait des calculs pour que la trajectoire, quand on lâche le vaisseau, tombe sur Mars au bon moment. Donc, généralement, la plupart de l'accélération se fait comme ça. Et ça prend en général 6 mois. Enfin, ils disent comme ça les vaisseaux. Et les retours sont bien connus. Les retours, je crois qu'on n'a encore fait aucun retour depuis Mars. Hein. Aucun retour. Théoriquement, ils l'ont. Y a les agences spatiales y réfléchissent sûrement. Parce qu'il y a, je ne me souviens plus, l'un des derniers vaisseaux qui a été sur Mars a comme objectif de ramener des échantillons. Donc au moins la NASA, ils ont déjà des plans. Enfin, c'est sûr que c'est étudié. Parce qu'ils vont ramener des échantillons sur la Terre à l'avenir. Il y a d'autres questions éventuellement? Oui. Sur les images de James Webb, un peu comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est une lumière rouge, on a vu les photos, les premières photos. Alors généralement ça va être des gaz, bien souvent c'est des gaz, et la couleur ça dénote en fait des molécules qu'il y a dedans. Donc après, si tu peux avoir plus d'informations sur typiquement, par exemple ça peut être cette image ou autre, tu peux demander à Erwin, qui du coup est l'astrophotographe un peu de la conférence, je pense qu'il répondra mieux à ça. Tu veux dire quelque chose? En gros, les lumières rouges, en fait, c'est que de l'hydrogène que l'on voit. Voilà. Et pourquoi ça a été révolutionnaire de voir ça Alors, c'était une grande chose de la photo, mais on ne savait pas ce qu'on regardait. Alors, la photo, c'est vrai qu'en elle-même, James Webb l'a révolutionné dans le sens sur la résolution de l'image en elle-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec les premiers appareils photo, on prenait une photo, mon image. Rappelez-vous les premiers téléphones portables qu'on avait où on arrivait à faire des photos. À l'époque, on était tout contents. On avait des photos pourries, on se disait, c'est super cool. Alors qu'aujourd'hui, avec nos smartphones, on fait exactement la même photo et la résolution a carrément changé. En fait, James Webb a révolutionné ça, en fait. C'est qu'on arrive à avoir la même image avec une résolution qui est quand même nettement meilleure. Oui. Si jamais on voulait trouver une exoplanète où il y aurait de la vie, pourquoi il faut trouver les moyens de réussir à dire qu'eux aussi ne sont pas seuls? Alors ça, est-ce que tu connais le projet SETI? C'est un projet qui date des années 90, je crois, c'est aux États-Unis. L'objectif de ce projet, en fait, c'est d'envoyer des données dans l'espace, en fait, généralement par onde radio. Ils ont lancé un message, ça parlait du système solaire, de l'ADN et de l'histoire. Ouais, c'est ça, essayer d'avoir le plus d'informations. Donc il y en a qui disent que c'est une bonne idée, d'autres non. On ne sait pas en fait, on ne sait pas si les extraterrestres est-ce qu'ils sont gentils ou pas. Déjà, est-ce qu'ils sont intelligents? Mais voilà, est-ce que ça va pas finir. Enfin, on ne sait pas en fait. Donc il y a quand même des projets qui visent à essayer de communiquer avec les extraterrestres, que ce soit pour envoyer des données, par radio généralement, pour que ça aille loin, et aussi à réceptionner des données. Donc généralement aussi par onde radio, on a des antennes qui sont à l'écoute. Il y a eu, je ne sais plus en quelle année, mais à un moment il y a eu une sorte de faux signal, vous avez cru entendre quelque chose, le fameux signal waouh. Au final, a priori, c'est juste un pulsar ou quelque chose comme ça. Ah, pour Jupiter? Ok, ben voilà. Et... donc voilà, ça en... À quel niveau En vrai, on est assez bien quand même. En fait, les instruments, généralement c'est de la coopération entre la NASA, l'ESA, la JAXA, enfin les agences spatiales américaines, européennes et puis japonaises essentiellement, et canadiennes. La France, généralement, elle fournit, alors ça dépend en fait, ça dépend des programmes en vrai, mais la France fournit en général des morceaux d'instruments ou des instruments. On est sur les instruments, sur l'instrumentation, les télescopes, on est bon. Et plus sur la propulsion, les fusées, on est de pire en pire. Et donc ça dépend. Ça dépend des... Oui, ils sont de moyens, de volonté, de vision. Après, les deux pays qui sont le mieux classés dans le l'espace, c'est les États-Unis, qui sont les seuls à avoir envoyé
des personnes qui ont marché sur la Lune, le fameux Leonard Nimoy, qui est le premier. La célèbre phrase qui est un petit pas pour l'homme dans la et les Russes, eux, c'est surtout battu il y a le temps, il y a les erreurs dans l'espace, il y a plein de pendant la course à l'espace, c'est les gars frappés. il y a eu la guerre aussi, la guerre d'espace. En vrai, c'est une bonne période, parce que du coup, ça a permis de faire progresser très vite. En même pas 10 ans, ils sont allés sur la Lune, donc c'est un gros progrès. On peut imaginer, si comme on a vu sur Mars tout à l'heure, on commence à traiter une image qui a mis plusieurs années-lumière à arriver, on découvre qu'il y a eu une vie, mais malheureusement cette vie a été disparue au moment où on va pouvoir traiter l'information. Ouais, alors ça dépend de la distance. Si on a une planète, par exemple, si on regarde sur Proxima, sur Alpha Centauri, c'est à 4 années-lumière, donc la lumière qu'on obtient aujourd'hui, elle a été émise il y a 4 ans. Donc à moins qu'il y ait eu un cataclysme, un astéroïde, a priori ils sont encore vivants. Mais sur des planètes qui sont à des milliers ou des centaines ou des milliers d'années-lumière, il y a des chances que c'est échangé. Après, ça reste un temps géologique très court, donc la planète a probablement peu changé, mais s'il y a une civilisation, ça peut arriver en 1000 ans, c'est possible. Au final, on regarde toujours dans le passé quand on regarde l'espace. Ouais. Est-ce que pour essayer de trouver des planètes tellement lointaines que les sondes, les satellites, même les plus petits, se désintégreraient avant d'y arriver, est-ce que vous trouvez des moyens par rayon X, rayon laser Pour communiquer? Non, juste pour essayer d'en trouver. Ah bah aujourd'hui c'est juste de l'observation, donc ça va être la lumière qui va nous arriver. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer des lasers normalement pour capter des données. C'est juste on va dire comme un télescope en fait, qui va récolter de la lumière et qui va analyser cette lumière-là. Donc peu importe la distance en fait, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte c'est la résolution de notre instrument, donc qui va permettre de voir des objets qui sont on va dire petits, loin. D'ailleurs on peut vérifier vite fait la distance maximale de l'exoplanète la plus lointaine. On peut regarder ça vite fait, parce que j'ai un doute. On peut aller voir, tac, tac. Tac. Donc ça, là c'est le, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un site web qui, je vais faire un partage d'écran. Tac. Hop. On va faire passer ça comme ça. Hop là. Donc ça c'est un site web que j'ai réalisé, du coup, celui sur lequel il y a toutes les données qui viennent de la NASA à propos des exoplanètes. Et on peut voir le système le plus lointain. Hop. On voit qu'il est à 27 000 années-lumière. Ouais. Donc c'est un peu moins. Donc ouais, c'est probable que là, 27 000 années-lumière, si on analyse son atmosphère, il y a probablement des choses qui ont changé entre-temps. Donc voilà. Plus on voit loin, plus on voit dans le passé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'année-lumière représente combien De distance? Alors, je ne sais plus le nombre exact, mais c'est des milliers de... La première presse. Ouais, la première prochaine. Je ne sais pas vous dire, je vais vérifier. C'est des milliards de kilomètres. Je ne sais plus exactement combien. C'est Erwin qui nous l'a dit tout à l'heure. Et vraiment, centaines de milliards de kilomètres. 300 000 km par seconde, bah, ça c'est la vitesse. Une année-lumière. Ouais, il faut multiplier par le nombre d'années. On va faire ça à la radio. De toute façon, on va pas rappeler. Non, mais pour ceux qui 300 000 fois 60 secondes fois... Erwin, vous avez fait le calcul tout à l'heure. Je t'avouerai que le calcul n'est plus en tête, là, le chiffre. Ça fait à peu près
Il y a beaucoup de zéros. Oui, oui. Bon, c'est beaucoup. Voilà. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez profiter un peu de l'exposition des magnifiques photos qui ont été prises. On va avoir un petit apéro aussi qui sera distribué. Et si jamais vous voulez repartir avec un petit souvenir, je suis entrepreneur, ce qui fait que je fais des petites créations, notamment des petits potagers d'intérieur autonomes, donc si vous voulez repartir avec un petit souvenir. Et voilà, écoutez, merci pour votre attention. Et puis on va pouvoir passer à la dégustation.